Avec Podcast Up, écoutez le monde du travail changer. La grande démission, ce phénomène venu des États-Unis, est-il en train de toucher la France ? La grande démission a considérablement modifié le marché de l'emploi aux États-Unis. En 2021, un tiers de la population américaine en âge de travailler a démissionné, soit près de 48 millions de personnes selon CNN, la chaîne d'information continue. La tendance est confirmée en 2022. Mais qui sont les salariés démissionnaires ? Une représentation majoritaire de travailleurs issus des secteurs les plus impactés par la récente crise sanitaire, tourisme, restauration, hôtellerie, mais aussi soins aux personnes et santé ou encore les transports. Des jeunes aussi en quête de sens et des managers, cadres coincés entre une hiérarchie exigeante et des salariés sous pression. Objectif de cette grande démission, changer de métier, chercher un autre emploi ou se retirer de la population active. Qu'en est-il en France ? Pour le savoir, nous nous sommes rapprochés du cabinet de recrutement Michael Page qui opère depuis plus de 40 ans avec un rayonnement international, 7500 collaborateurs et comme clients des entreprises de toute taille, grands groupes, PME, ETI ou start-up pour des recrutements en CDI, CDD, intérim, management de transition et freelance. Pour évoquer la grande démission aujourd'hui en France, nous sommes au siège de l'entreprise Michael Page à Neuilly-sur-Seine avec Fatine Dallet, directrice exécutive. En France aujourd'hui, nous ne constatons pas vraiment de grandes démissions, mais plutôt, on appelle ça nous la grande mobilité. C'est-à-dire, évidemment, il y a aujourd'hui un volume de démissions qui est beaucoup plus important qu'avant. Il y a eu une grande reprise du marché après la période de Covid et donc de freeze de beaucoup de recrutements et de ralentissement économique. Et aujourd'hui, ça crée un nouvel équilibre entre les démissions et les mobilités, ou les évolutions de carrière, ou tous les recrutements qui ont été mis en stand-by ou ralentis pendant ces 2 ans. Et donc, le marché retrouve tout simplement sa dynamique d'avant 2020, sachant que 2019 était une année particulièrement dynamique. C'était une année record en matière de volume de recrutement. Donc, forcément, après cette année-là, s'arrêter pendant 2 ans, on vient enchaîner des démissions pour très souvent des changements de poste, des reconversions, des évolutions. Et donc, toute cette dynamique-là a créé forcément un volume de recrutement qui est record par rapport à ce qu'on a connu jusqu'à présent. En quoi les crises successives ont modifié les différents modèles de travail ? C'est une très bonne question. Aujourd'hui, les crises successives, et particulièrement la dernière qu'on vient de connaître, ont modifié, voire bouleversé le rapport au travail, tout simplement. Aujourd'hui, comme nous disent souvent les nouvelles générations, ils ne vivent plus pour travailler, mais ils travaillent pour vivre. Il y a une vraie quête de sens dans son travail. On a besoin de travailler pour une entreprise qui soigne sa marque employeur, qui travaille sur sa culture, ses valeurs. Le bien-être au travail est de plus en plus important pour le collaborateur. Donc, il y a beaucoup de candidats que nous, on a rencontrés qui changent aussi pour connaître des entreprises qui ont des vraies valeurs, des vrais engagements RSE. Et ça a un impact très fort sur le choix des candidats. Donc, forcément, il y a cet aspect-là à prendre en compte pour les entreprises aujourd'hui. Des entreprises qui doivent être en avance sur les questions de diversité et inclusion. Des salariés qui recherchent aussi un équilibre vie professionnelle, vie personnelle, qu'ils n'avaient pas avant, ou en tout cas qui devient important pour eux après cette période de Covid. Donc les entreprises doivent composer aujourd'hui avec toutes ces évolutions et avec ces impératifs qui deviennent aujourd'hui extrêmement importants dans le choix d'un candidat d'un nouveau job. Donc le salaire reste tout aussi important, mais ces éléments-là viennent se rajouter au top 3 des candidats qu'on rencontre aujourd'hui. Quelles sont les grandes difficultés pour vous de recrutement aujourd'hui ? On vient de parler de grandes démissions qui aujourd'hui forcément créent des volumes importants, mais il y a une vraie pénurie de main-d'œuvre qui existait déjà avant la crise Covid. En plus du déficit de profils dans pas mal de secteurs, de profils qualifiés, comme le secteur de l'IT, des services à la personne, l'industrie. On remarque aujourd'hui une vraie inadéquation entre les formations et les compétences que les entreprises demandent. Donc, on a besoin de formation aux nouvelles technologies, on
a besoin de compétences très spécifiques, ce qui oblige de plus en plus aujourd'hui les entreprises à réviser leur modèle de recrutement. C'est ce que nous, on essaye aussi d'expliquer à nos clients. On essaye de les sensibiliser sur le fait que dans un marché de pénurie de main-d'œuvre, de déficit de compétences, notamment liées aux nouvelles technologies, on se doit aujourd'hui d'être un peu plus orienté soft skills. Ce qu'on appelle les soft skills, ce sont les compétences comportementales, de miser davantage sur les soft skills et un peu moins sur les compétences techniques ou ce qu'on appelle les hard skills, pour finalement aller miser sur un salarié qui a peut-être pas toutes les compétences ou sur un nouveau candidat qui n'a pas toutes les compétences techniques qu'on recherche, mais qui a le potentiel pour pouvoir les développer, et on peut l'accompagner dans les formations pour faire ce qu'on appelle donc le upskilling, donc la montée en compétences pour développer d'autres compétences parce qu'il a le bon savoir-être. D'après vous, ça, c'est des nouveaux leviers de recrutement pour les entreprises aujourd'hui ? Absolument. La difficulté aujourd'hui pour les entreprises est double. À la fois le recrutement, mais aussi la rétention des talents. Puisqu'aujourd'hui, on fait face à deux sujets qui sont, premièrement, l'évolution des attentes des collaborateurs, des salariés, qui sont liés aux éléments que je viens de citer. Et on fait face aussi à ce phénomène de pénurie qui fait que les salariés, ses propres salariés, sont extrêmement sollicités par le marché. Donc, on se doit d'être attractif pour les salariés, nouveaux salariés qu'on va chercher à recruter. Et on se doit aussi de, si on peut dire ça comme ça, chouchouter les salariés qu'on a et donc de travailler sur sa marque employeur, sur sa culture, ses valeurs, accompagner nos propres salariés pour assurer leur bien-être au travail, le respect des temps de vie, créer un vrai équilibre entre leur vie professionnelle, leur vie personnelle, et les impliquer aussi, pourquoi pas, les impliquer de plus en plus dans les engagements RSE que l'entreprise prend, parce que ça peut à la fois donner envie à ses propres collaborateurs de rester dans l'entreprise et de continuer de progresser dans l'entreprise, mais aussi d'attirer les nouveaux candidats qui sont aujourd'hui très sensibles au sujet des engagements RSE, de ce qu'on disait tout à l'heure, la diversité et l'inclusion, et très sensibles aux actions de l'entreprise sur ces thématiques-là. Les entreprises valorisent aussi de plus en plus le mécénat de compétences, n'hésitent pas à offrir à leurs salariés parfois des jours de mécénat de compétences, 2-3 jours dans l'année. Et ça, ce sont aussi des éléments qui attirent les nouveaux talents qui sont en quête de sens et qui ont envie d'intégrer des entreprises qui sont engagées. Les entreprises ont déjà commencé à prendre des mesures. Nous, on se rend compte aujourd'hui que contrairement à 3 ou 4 ans un peu avant, ou même avant le Covid, les entreprises avaient tendance parfois à refuser de travailler sur leur propre culture, sur leur propre mode managérial, sur leur organisation, et finalement avaient plutôt tendance à nous dire moi, si le candidat est motivé, il vient, s'il n'est pas motivé, tant pis. Aujourd'hui, on remarque que les entreprises se sont déjà remises en question, ont déjà commencé à travailler avec leurs équipes ressources humaines, RSE, développement durable, sur les engagements, ont déjà commencé à travailler sur leur culture, leur mode managérial, sur l'ambiance au travail, sur le bien-être. Donc ça, ce sont des premières mesures. Les autres mesures qu'on remarque aujourd'hui aussi, c'est l'évolution des types de profils recrutés. Là où les entreprises avant avaient plutôt tendance à recruter un collaborateur en CDI ou en CDD pour une mission bien définie, aujourd'hui, on n'hésite pas à diversifier les modes de travail. On va recruter des salariés qui sont parfois des freelances, en contracting, des managers de transition pour venir transformer un service, pour venir apporter des compétences spécifiques. Et du coup, on fait d'une pierre deux coups parce que cette personne-là va à la fois transformer un service, mais aussi participer à la montée en compétences de ses propres collaborateurs. Donc, on fait d'une pierre deux coups. On recrute un nouveau collaborateur qui vient apporter de l'expertise à l'entreprise et en même temps, on fait de la rétention de ses propres salariés. Donc, aujourd'hui, il y a une vraie conscience de l'importance de capitaliser sur ses salariés, mais aussi de travailler sur sa marque employeur pour pouvoir en attirer des nouveaux. Donc une fois qu'on a recruté, le moyen pour retenir ses talents, comme on dit, c'est bien celui-là, c'est-à-dire d'être dans une entreprise plus inclusive.
complètement, les entreprises se rendent de plus en plus compte de l'importance et de la richesse de la diversité de profils et de l'inclusion. On a de plus en plus, je me souviens, moi je suis de formation ingénieur, je viens du monde de l'industrie. Lorsque j'ai commencé à travailler pour Michael Page, j'avais du mal à expliquer à mes clients qu'on pouvait recruter des candidates pour aller en usine, puisque moi aussi j'en faisais partie et ça se passait très bien. C'était il y a 15 ans de ça. On passait beaucoup de temps à essayer d'expliquer à nos clients à quel point ça pouvait être intéressant de diversifier les profils dans des industries qui étaient majoritairement masculines. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. Les clients nous disent « S'il vous plaît, trouvez-moi des femmes parce que j'en ai pas assez, parce que j'ai besoin d'équilibrer mes profils. » C'est vraiment quelque chose de très positif pour nous. On se rend compte que les entreprises misent de plus en plus sur la diversité, sur l'inclusion, mais on vient de tellement loin que c'est pas encore assez. On a besoin de travailler encore sur ces sujets-là. On a besoin d'évangéliser. On a besoin de travailler à sensibiliser les collaborateurs qui recrutent. Et on fait ce travail-là avec beaucoup de nos clients, avec les équipes ressources humaines qui n'hésitent pas à réunir plusieurs, ce qu'on appelle nous les hiring managers, c'est-à-dire les managers qui recrutent, à les réunir et à nous faire intervenir pour leur expliquer l'importance d'une diversité dans une entreprise de profils, l'importance de déconstruire un peu les biais et d'aller chercher des profils différents, d'arrêter de recruter des clones parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui nous sollicitent toujours en disant « Bon, j'ai tel type de profil, tel type d'école, tel type de formation, ça fonctionne très bien chez nous, on veut les mêmes. » Sauf que on crée pas beaucoup de valeur quand on a des salariés qui se ressemblent tous. Et donc, on travaille de plus en plus avec les équipes de ressources humaines chez nos clients pour essayer de sensibiliser les managers qui recrutent à l'importance de la diversité de profils. Pensez-vous que les entreprises doivent adapter leur logique de recrutement à des profils seniors, souvent oubliés, voire dévalorisés ? Alors là, absolument. Je ne peux pas vous dire le contraire. On a, pour partager avec vous, quelques chiffres de l'étude réalisée par l'Ipsos pour l'association À compétences égales. Les résultats de cette étude sont quand même effarants, hein. L'âge moyen à partir duquel on est considéré comme senior d'un point de vue d'un recruteur, hein, de quelqu'un qui recrute et d'un recruteur décisionnaire, c'est 49 ans, 49,6 très exactement, côté recruteur, et donc 52,7 côté candidat. Donc on voit vraiment l'écart. On a aussi eu comme retour de cette enquête, pour 73% des candidats, ils s'accordent tous pour dire qu'il existe vraiment des freins à l'embauche, là où les recruteurs ont répondu oui, mais que pour 63% d'entre eux. 6 recruteurs sur 10 réussissent à proposer des candidats seniors à des entreprises qui n'envisageaient pas d'en recruter. Alors sur ces 6 candidats, sur ces 6 sur 10, vous avez 62% des candidats qui sont vus. Donc on arrive à finalement proposer des candidats seniors. 21% seulement d'eux ont été recrutés et 25% ont été écartés pour des raisons liées à l'âge. Donc aujourd'hui, les recruteurs eux-mêmes militent pour qu'il y ait un dispositif légal qui impose l'embauche de seniors, comme on le fait pour la féminisation, hein, des instances dirigeantes notamment, et pour créer vraiment des effets bénéfiques sur le taux d'emploi des seniors. Pourquoi est-ce si compliqué de recruter des seniors ? Aujourd'hui, on se rend compte que lorsqu'on fait face à des entreprises qui sont parfois un peu réticentes, ils sont souvent victimes de stéréotypes et de préjugés qui sont fortement ancrés sur le temps qu'il leur reste à travailler avant la retraite, la santé fragile ou le coût élevé pour l'entreprise, sur les salaires. Ils évoquent aussi parfois des difficultés d'adaptation aux technologies, aux nouvelles technologies, ou de les intégrer dans des entreprises qui ont des équipes beaucoup plus jeunes, ou la résistance au changement. Voilà. Alors que dans les faits, lorsque on accompagne des entreprises et que finalement on arrive à recruter des profils seniors, les retours sont toujours très positif. Il faut vraiment insister aujourd'hui pour déconstruire les biais existants à l'heure actuelle auprès des recruteurs décisionnaires pour pouvoir vraiment les former aux nouveaux outils, les aider à envisager et à miser sur des salariés qui peuvent leur apporter, sur des collaborateurs qui peuvent leur apporter aujourd'hui une réelle expertise. Mais pour ça, il faut aussi pouvoir accompagner finalement ses propres employés dans la montée en compétences. Parce que ce qui crée aussi parfois cette difficulté,
c'est que vous restez 15 ans, 20 ans dans une même entreprise. Si vous ne vous formez pas aux nouvelles technologies, si on ne vous accompagne pas pour ce que je disais tout à l'heure, ce qu'on appelle le upskilling, justement les formations que vous effectuez en interne, en entreprise, vos compétences vont devenir obsolètes. Et donc forcément, lorsque vous allez rechercher du travail à ce fameux âge de 50 ans et plus, ça va être plus compliqué. Donc les entreprises doivent aussi s'engager dans la formation pour favoriser le développement de compétences de leurs salariés et de les accompagner tout au long de leur carrière pour assurer cette égalité des chances en matière de recrutement. Est-ce que cette vague de grandes démissions complique le travail des agences de recrutement ? Complètement, parce qu'aujourd'hui, on fait face à une pénurie de ce que je disais tout à l'heure, pénurie de main-d'œuvre. Et forcément, les candidats aujourd'hui sur le marché sont eux-mêmes très sollicités. Donc, on fait face aussi à ce qu'on appelle le phénomène de ghosting, où les candidats eux-mêmes ne répondent plus aux sollicitations parce qu'ils sont sursollicités. Donc, ça complique forcément le travail du recruteur qui, lui, se retrouve face à des demandes qui sont de plus en plus à la pointe des nouvelles technologies, des nouvelles transitions, qu'elles soient digitales, écologiques ou autres, et à des profils qui n'ont pas toujours les bonnes formations ou des profils qui sont trop sollicités. Donc, il faut aussi savoir faire la différence, se différencier lorsqu'on est recruteur. Et souvent, il faut pouvoir aussi faire la différence auprès du candidat, l'approcher avec d'abord une connaissance de son profil, de son expertise, et lui expliquer en quoi le poste que vous avez à lui proposer va lui permettre d'assurer une évolution de carrière ou de progresser ou de répondre à ses besoins. D'après vous, Fatine, comment le monde du travail va évoluer dans les prochaines années ? Ah, excellente question. On a vécu la transition digitale, on est toujours en train de la vivre, mais les entreprises doivent aujourd'hui répondre à d'autres enjeux, de plus en plus aux enjeux environnementaux. Elles sont en train d'opérer une réelle transition dans les services, les produits, les biens qu'elles proposent pour répondre à ces enjeux-là. Donc la transition écologique rappelle clairement ce qu'on a connu avec la transformation digitale et crée par là même des millions d'emplois. Le Bureau international du travail estime aujourd'hui que 24 millions d'emplois supplémentaires vont être créés d'ici à 2030 du fait de cette transition écologique. Donc ça fait quand même beaucoup de jobs et tant mieux. Maintenant, au fur et à mesure que les entreprises avancent dans leur transition écologique, elles vont devoir accompagner la montée en compétences de leurs équipes. Donc forcément, dans des métiers comme l'ingénierie, l'énergie, ça va même au-delà dans les métiers des achats, de la finance, le juridique, l'IT. Ce sont des métiers où on aura de plus en plus besoin d'accompagner la montée en compétences de ces salariés. Et donc forcément, de miser sur, comme on le disait tout à l'heure, des salariés seniors, d'avoir vraiment une meilleure considération des salariés seniors à mesure que l'âge légal de la retraite passe progressivement à 64, 65 ans. La pénurie de compétences peut clairement, en tout cas une des solutions peut clairement être les talents seniors et les talents disponibles sur le marché aujourd'hui, moyennant effectivement une évolution et un développement de compétences. On va aussi devoir miser sur ce qu'on a déjà commencé à faire depuis quelques années, sur l'apprentissage, sur la formation, pour pouvoir développer ces fameuses hard skills ou compétences techniques et faire face au risque d'obsolescence des compétences pour accompagner cette transition écologique. Et on peut le faire aussi bien en interne que dans les écoles et les différentes formations. Et aussi pour pouvoir répondre aux aspirations environnementales des jeunes diplômés. Aujourd'hui, ils ont tous envie de rejoindre une entreprise engagée dans cette transition écologique et ils ont de plus en plus d'intérêt pour les métiers qui sont liés à cette transition écologique. Ils ont de plus en plus d'intérêt aussi pour certains secteurs comme l'environnement, les énergies renouvelables, la mobilité douce, les nouvelles technos. Donc, les entreprises doivent aussi se tourner et innover de plus en plus pour pouvoir proposer ces métiers-là. Et on verra forcément, comme on l'a vu pour la transformation digitale, l'émergence de métiers liés aux nouvelles technologies. Aujourd'hui, sur le marché français, les 10 professions les plus recherchées sont issues des métiers de l'IT. Donc, on aura, et on a besoin déjà, mais on aura de plus en plus besoin de profils ingénieurs, experts, des développeurs spécialisés, des experts en intelligence artificielle, des profils spécialisés dans la blockchain, dans la cybersécurité. Donc voilà, et ça va continuer à progresser.
Et d'année en plein année. de métiers n'existent pas encore. Exactement, c'est tout à fait ça, hein. Il y a des métiers qui n'existent pas et d'autres métiers qui vont émerger au fur et à mesure des années, sans oublier ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire vraiment le bouleversement du rapport au travail des salariés aujourd'hui, qui ne va faire que continuer. Donc les entreprises ont besoin d'avoir une forte culture, des valeurs, communiquer sur leurs valeurs, sur leur marque employeur, travailler sur des engagements RSE en faveur de la diversité et de l'inclusion, être sensible à l'impact environnemental de leurs propres activités et donc d'avoir aussi, d'accompagner ça par un management plus souple, plus responsabilisant, plus inclusif, une politique, ce qu'on disait tout à l'heure, de flexibilité avec le télétravail, avec le besoin aussi d'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. On a vu émerger aujourd'hui cette politique de flexibilité et de télétravail, même pour des métiers qui ne le permettent pas, comme la maintenance, comme la production, où les entreprises n'hésitent pas à proposer une journée de télétravail pour faire son reporting, ses réunions, puisque le reste du temps, on a plutôt besoin d'être sur le terrain. Il y a aussi parfois des collaborateurs qui recherchent des métiers en full remote, c'est-à-dire 100% télétravail. Et il y a des annonceurs et donc des recruteurs qui n'hésitent pas à communiquer, à surcommuniquer sur le fait qu'ils ont des postes où vous pouvez télétravailler à 100% et donc déménager, aller vivre là où vous voulez. Donc voilà, ça va être, on ne pourra plus composer sans la flexibilité et la souplesse. Merci beaucoup. Pour terminer, Fatine, et suivant la tradition du podcast Up, pouvez-vous nous donner le nom d'un restaurant que vous aimez particulièrement ? Alors là, je m'y attendais pas. Vu qu'on est à Neuilly, on va parler de Neuilly. Je vais dire le Café de la Jatte. Moi, ce que j'aime bien, c'est une cuisine faite à base de produits frais, donc une carte proposant peu de produits. Le lieu est très sympa, avec une terrasse et puis une très grande salle. Et puis, le chef qui a signé la carte est un chef que j'aime bien, que j'affectionne particulièrement. C'est une cuisine méditerranéenne. Et donc, c'est peut-être mes origines. Merci beaucoup. Fin de cet épisode de Podcast Up. Retrouvez tous les autres numéros sur les sites de Up et duno.com, Apple Podcast, SoundCloud, Spotify, Deezer, YouTube et les autres. On se retrouve chaque dernier lundi du mois pour un nouvel invité.